Partie 1. La France en guerre et l'homme aux annonces. Par un matin gris de janvier 1919, les autorités françaises découvrent dans une villa isolée de Gambais, à 60 km au sud-ouest de Paris, des fragments d'os humains calcinés, des dents, des bijoux de femmes et un carnet noir contenant 283 noms. Le propriétaire de cette maison, Henri-Désiré Landru, 50 ans, sera accusé d'avoir assassiné au moins 11 femmes et un jeune homme entre 1915 et 1919. Mais ce qui rend cette affaire encore plus troublante n'est pas seulement le nombre de victimes. C'est la méthode. La précision. La façon dont un homme ordinaire a exploité la solitude et le désespoir créés par la Première Guerre mondiale pour transformer le meurtre en système. Si vous avez le courage d'entendre cette histoire, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Mais je vous préviens, ce récit contient une violence psychologique extrême basée sur des événements réels. La France en 1915 était un pays en pleine déchirure. La Grande Guerre avait commencé en août 1914, et après seulement un an de conflit, le pays comptait déjà plus de 300 000 morts. Les hommes, par millions, avaient été envoyés dans les tranchées de Verdun, de la Somme, de la Marne. Des villages entiers avaient perdu toute leur population masculine entre 18 et 45 ans. Dans les villes, particulièrement à Paris, cette absence massive d'hommes avait créé une population déséquilibrée. Des centaines de milliers de femmes se retrouvaient seules, veuves dont les maris étaient morts au front, fiancées qui attendaient des nouvelles qui ne venaient jamais, épouses séparées de leurs conjoints depuis des mois, parfois des années. La solitude n'était pas simplement émotionnelle. Elle était économique, sociale, existentielle. En 1915, une femme seule en France faisait face à des défis presque insurmontables. Les emplois disponibles étaient rares et mal payés. Les usines de munitions embauchaient, oui, mais les salaires permettaient à peine de survivre. Les femmes de la classe moyenne, celles qui avaient vécu confortablement avant la guerre grâce aux revenus de leur mari, se retrouvaient dans une précarité brutale. Les économies s'épuisaient. Les pensions de guerre étaient insuffisantes. Et la société française de 1915, encore profondément conservatrice, n'offrait pratiquement aucun soutien aux femmes vivant seules. C'est dans ce contexte de désespoir que Henri-Désiré Landru a commencé à publier ses annonces. Elles apparaissaient dans les journaux parisiens, le Journal, le Matin, l'Écho de Paris. Toujours similaires dans leur formulation, toujours soigneusement calibrées pour attirer un type spécifique de femme. Astérisque, veuf avec 2 enfants, 43 ans, possédant confortables revenus, affectueux, sérieux, désire rencontrer veuve dans intention mariage. Astérisque. Ou encore, astérisque homme d'affaires, situation stable, désire faire connaissance d'âme seule, 40 à 50 ans, pour rompre solitude et éventuellement mariage si convenance. Astérisque. Les annonces n'étaient jamais trop précises, jamais trop exigeantes. Elles promettaient de la sécurité, de la compagnie, du respect. Elles ciblaient des femmes d'un certain âge, généralement entre 40 et 55 ans, qui possédaient quelques économies, mais qui étaient suffisamment désespérées pour répondre à un inconnu dans un journal. Et elles répondaient. Par dizaines. Par centaines. Henri-Désiré Landru était né le 12 avril 1869 à Paris, dans le 9e arrondissement, fils d'un chauffeur mécanicien à la forge Vulcain. Rien dans son enfance n'annonçait ce qu'il deviendrait. Il avait fait des études correctes, avait même servi dans l'armée avec un dossier irréprochable. En 1893, il avait épousé Marie-Catherine Rémy, une cousine éloignée, et le couple avait eu 4 enfants. Mais Landru n'avait jamais réussi à maintenir un emploi stable. Il avait essayé plusieurs métiers, employé dans un cabinet d'architecture, vendeur de jouets, courtier en meubles. Chaque fois, il avait échoué. Pas par manque d'intelligence, au contraire. Landru était méticuleux, organisé, capable de charmer les gens avec une facilité déconcertante. Mais il était aussi un escroc pathologique. Ses premières condamnations remontent à 1900, escroqueries diverses, abus de confiance, usage de faux. En 1914, il avait déjà purgé plusieurs peines de prison, dont une de 3 ans. Son casier judiciaire comptait cette condamnation. Il était connu des services de police comme un escroc spécialisé dans les arnaques matrimoniales, il séduisait des femmes, leur soutirait de l'argent sous divers prétextes, puis disparaissait. Mais quelque chose avait changé en 1914. Peut-être était-ce la guerre. Peut-être était-ce le fait qu'à 45 ans, Landru réalisait qu'il ne pourrait jamais vivre confortablement par des moyens légaux. Peut-être était-ce simplement l'évolution logique d'un homme qui avait passé sa vie à manipuler les autres.
L'escroquerie n'était plus suffisante. Les femmes qu'il trompait finissaient par porter plainte. La police le recherchait constamment. Il devait changer d'identité tous les quelques mois. C'était épuisant, risqué, et surtout, pas assez rentable. C'est alors que Landru a eu son idée. Une idée d'une simplicité et d'une horreur absolue. Au lieu de simplement voler l'argent des femmes et disparaître, pourquoi ne pas tout prendre et éliminer le témoin? Plus de plaintes. Plus de poursuites. Plus de risques. Juste du profit pur. En décembre 1914, Landru a loué une villa à Vernouillet, dans les Yvelines, sous le nom de Monsieur Diard. La maison était isolée, entourée d'un grand jardin, loin des regards indiscrets. Elle possédait une grande cuisine avec un poêle en fonte, parfait pour ce qu'il avait en tête. Sa première victime identifiée s'appelait Jeanne Cuchet. Elle avait 39 ans, veuve depuis 2 ans. Son mari était mort de tuberculose en 1912, la laissant avec un fils de 17 ans, André, et quelques économies. Elle vivait seule dans un petit appartement rue de Maubeuge, dans le 10e arrondissement, et travaillait comme couturière pour joindre les deux bouts. En décembre 1914, elle a répondu à une des annonces de Landru. Ils se sont rencontrés dans un café près de la gare Saint-Lazare. Landru s'était présenté sous le nom de Monsieur Diard, ingénieur à retraite. Il était habillé sobrement mais avec élégance, costume sombre, chapeau melon, barbe rose soigneusement taillée. Il parlait doucement, poliment, posait des questions sur elle, sur sa vie, ses difficultés. Il écoutait avec une attention qui devait sembler miraculeuse à une femme habituée à être ignorée. Ils se sont revus. Encore et encore. Landru la courtisait avec une patience méticuleuse. Il lui apportait de petits cadeaux, des fleurs, des chocolats. Il parlait mariage, avenir commun, sécurité. Jeanne Cuchet, qui avait passé 2 ans seule à se battre pour survivre, qui voyait ses économies diminuer mois après mois, qui sentait le poids écrasant de la solitude, a commencé à croire qu'elle avait enfin trouvé une sortie. En janvier 1915, 3 semaines seulement après leur rencontre, Landru a proposé qu'elle vienne vivre avec lui à Vernouillet. Elle pourrait quitter son appartement misérable, économiser sur le loyer, et ils pourraient se marier dès que les formalités seraient réglées. Il était si gentil. Si attentionné. Si rassurant. Jeanne Cuchet et son fils André ont emménagé à Vernouillet le 8 janvier 1915. Ils n'ont plus jamais été revus vivants. Partie 2, le système Landru et la villa de Gambet. Après la disparition de Jeanne Cuchet et de son fils, Landru a perfectionné sa méthode. Ce qui avait commencé comme une solution improvisée à ses problèmes financiers est devenu un système industriel de meurtre. Le schéma était toujours identique, répété avec une précision mécanique qui suggérait non pas la folie, mais une froide logique commerciale. Première étape, l'annonce. Landru utilisait plusieurs identités, chacune avec une histoire légèrement différente. Monsieur Diard, l'ingénieur retraité. Monsieur Cuchet, le veuf au grand cœur. Monsieur Dupont, l'homme d'affaires prospère. Il plaçait ses annonces dans différents journaux, ciblant différents quartiers de Paris. Deuxième étape, la sélection. Quand les femmes répondaient, et elles répondaient par dizaines, Landru les triait. Il cherchait des critères spécifiques, femmes seules, entre 40 et 55 ans, propriétaires d'un petit capital, généralement entre 5 000 et 20 000 francs, l'équivalent de plusieurs années de salaire ouvrier. Des veuves de guerre étaient idéales. Des femmes divorcées convenaient aussi. L'essentiel était qu'elles soient isolées, sans famille proche, sans personne qui poserait trop de questions. Troisième étape, la cour. Landru était un séducteur méticuleux. Il rencontrait ses victimes dans des cafés, des restaurants, toujours en public, toujours respectables. Il les courtisait pendant des semaines, parfois des mois. Il établissait une connexion émotionnelle avant même de mentionner l'argent. Il jouait le rôle du gentleman attentionné, de l'homme qui cherchait non pas une aventure, mais une vraie compagne. Quatrième étape, l'investissement. Une fois la confiance établie, Landru proposait des projets communs. Acheter une maison ensemble. Investir dans une affaire. Démarrer une nouvelle vie. Il convainquait les femmes de liquider leurs biens, vendre leurs meubles, fermer leurs comptes bancaires, résilier leurs baux. Il prenait tout en charge, se présentait comme le protecteur qui gérait les aspects pratiques pendant qu'elles pouvaient enfin se détendre. Cinquième étape, l'isolement. Quand la femme avait liquidé tous ses biens et que l'argent était entre les mains de Landru, il l'emmenait dans une de ses villas. Vernouillet d'abord,
puis à partir de 1916, Gambais. Des endroits isolés, loin de Paris, où les voisins étaient rares et discrets. Et c'est là que les femmes disparaissaient. Landru a loué la villa de Gambais en décembre 1916. Le village était minuscule, à peine 200 habitants, perdu dans la campagne des Yvelines. La villa elle-même, appelée la Hermitage, était située en bordure du village, entourée de terres agricoles et de bois. C'était une maison de 2 étages, avec 5 pièces, une grande cuisine et un hangar. Le jardin était vaste, mal entretenu, entouré de haies hautes qui cachaient la propriété des regards. La caractéristique la plus importante de la villa, celle qui avait certainement attiré l'attention de Landru, était son poêle de cuisine. Un modèle en fonte, énorme, conçu pour chauffer toute la maison pendant les hivers rigoureux. Le genre de poêle qui pouvait brûler n'importe quoi, qui pouvait atteindre des températures extraordinaires, qui pouvait consumer des os s'il était alimenté suffisamment longtemps. Entre décembre 1916 et avril 1919, 10 femmes sont entrées dans cette villa accompagnées de Landru. Aucune n'en est ressortie. Les noms et les détails de chaque victime suivent le même schéma horrible. Thérèse Labordeline *, 47 ans, argentine d'origine, veuve depuis 1914. Elle possédait environ 15 000 francs d'économie. Elle a rencontré Landru en mai 1915 et est disparue en juin de la même année. Dernière fois vue vivante, montant dans un train pour Vernouillet avec Landru. Marie-Angélique Guillain *, 51 ans, gouvernante, célibataire. Économie estimée à 22 000 francs accumulés en 30 ans de travail. Elle a rencontré Landru en juillet 1915, a liquidé tous ses biens en août. Disparu en août 1915. Béthéon *, 55 ans, veuve 2 fois, la dernière fois en 1914 quand son second mari est mort au front. Elle possédait une boutique de mercerie et environ 10 000 francs. Elle a vendu sa boutique sur les conseils de Landru en décembre 1915. Disparu le 26 décembre 1915. Anna Colomb *, 44 ans, veuve depuis 1913. Elle travaillait comme employée dans un grand magasin et avait économisé 5 000 francs. Elle a rencontré Landru en décembre 1916. Disparu le 27 décembre 1916, 3 jours après avoir vendu tous ses meubles. Andréane Bablet *, 19 ans. La plus jeune victime, une exception dans le schéma habituel de Landru. Servante chez des bourgeois, elle avait économisé environ 2 000 francs. Elle est devenue la maîtresse de Landru en mars 1917. Enceinte de lui, elle a disparu en avril 1917. Célestine Buisson *, 44 ans, veuve de guerre, son mari tué à Verdun en 1916. Elle possédait la maison où elle vivait, achetée par son défunt mari, et environ 10 000 francs d'économie. Elle a vendu sa maison en août 1917 après que Landru lui ait proposé d'acheter ensemble une propriété plus grande. Disparu le 1er septembre 1917. Louise Jaume *, 38 ans, veuve depuis 1915. Elle travaillait dans une blanchisserie et avait 4 000 francs d'économie. Elle a rencontré Landru en septembre 1917. Disparu en novembre 1917. Anne-Marie Pascal *, 36 ans, divorcée, sans enfant. Elle gérait une petite pension de famille et possédait environ 8 000 francs. Landru l'a convaincue de vendre son affaire en mars 1918. Disparu le 5 avril 1918. Marie-Thérèse Machadier *, 37 ans, célibataire, employée dans une fabrique de parapluies. Économie, 1 500 francs. Elle a rencontré Landru en décembre 1918. Disparu le 13 janvier 1919. Chaque fois, le schéma était identique. La femme arrivait à Gambais en train, accompagnée de Landru. Les voisins, peu nombreux, les voyaient passer. Landru expliquait toujours que c'était sa fiancée, qu'ils allaient bientôt se marier. La femme semblait heureuse, ou du moins soulagée. Enfin, la sécurité. Enfin, un avenir. Ils entraient dans la villa. Et quelques heures, peut-être quelques jours plus tard, Landru ressortait seul. Personne ne posait de questions. C'était la guerre. Les gens allaient et venaient. Et Monsieur Diard, ou Dupont, ou quel que soit le nom qu'il utilisait, était toujours si poli, si respectable.
Les jours suivant la disparition d'une victime, les voisins remarquaient une chose, une épaisse fumée noire sortait de la cheminée de la Hermitage. Pendant des heures, parfois toute une journée. Une fumée grasse, qui sentait étrangement la viande brûlée. Mais en 1917, en 1918, dans la France rurale, on brûlait toutes sortes de choses dans les poêles. Des ordures. De vieux vêtements. Qui aurait imaginé qu'un homme respectable brûlait des corps humains? Partie 3, l'enquête et le carnet noir. La chute de Landru a commencé non pas par une enquête policière brillante, mais par la ténacité d'une femme qui refusait d'oublier. En avril 1919, Mademoiselle Lacoste, la sœur de Célestine Buisson, une des victimes disparues en septembre 1917, marchait dans la rue à Paris quand elle a aperçu un homme qui correspondait à la description que sa sœur lui avait faite de son fiancé. L'homme portait un costume sombre, avait une barbe rousse caractéristique et marchait avec une posture particulière, légèrement voûtée. Mademoiselle Lacoste la suivit. Pendant des heures, à travers Paris, jusqu'à ce qu'il entre dans un appartement rue de Rochechouart. Elle a immédiatement alerté la police. L'inspecteur Jules Dautel de la Sûreté nationale a été chargé de l'enquête. Au début, il s'agissait simplement de vérifier une piste sur une disparition parmi des centaines. Mais Dautel était méticuleux, patient, et quelque chose dans l'histoire de Mademoiselle Lacoste l'intriguait. Il a commencé à enquêter sur l'homme de la rue de Rochechouart. Il s'est avéré être Henri-Désiré Landru, 50 ans, avec un casier judiciaire impressionnant pour escroquerie. Landru était recherché depuis 1914 pour une arnaque matrimoniale impliquant une certaine Jeanne Cuchet, qui avait disparu avec son fils. Dautel a élargi son enquête. Il a découvert que Landru avait utilisé plusieurs identités. Il a contacté des journaux qui avaient publié ses annonces matrimoniales. Il a commencé à recevoir des lettres de famille inquiètes. Des femmes disparues. Toujours le même schéma, une rencontre par petite annonce, une relation qui semblait prometteuse, puis plus rien. Le 12 avril 1919, jour du 50e anniversaire de Landru, la police a perquisitionné son appartement rue de Rochechouart et l'a arrêté. Ce qu'ils ont trouvé dans cet appartement a glacé le sang des enquêteurs. Le carnet noir. Un petit cahier à couverture noire, 15 cm sur 10, à moitié rempli de notes manuscrites dans l'écriture soignée de Landru. Ce carnet contenait 283 noms de femmes, classés par ordre chronologique, avec pour chacune des détails précis, nom complet, âge, adresse, montant des économies, date de la première rencontre. Mais ce qui était le plus révélateur, c'était la comptabilité méticuleuse. Pour chaque femme, Landru avait noté combien il avait dépensé pour la courtiser, repas au restaurant, cadeaux, billets de train. Et en face, combien il avait obtenu, vente de meubles, liquidation de comptes bancaires, bijoux revendus. C'était une comptabilité de la mort. Froide. Précise. Dépourvue de toute émotion. 11 noms dans ce carnet étaient marqués d'une croix rouge. 11 femmes qui étaient entrées dans les villas de Landru et n'étaient jamais ressorties. Pour chaque nom marqué d'une croix, Landru avait noté une date et un lieu, Vernouillet ou Gambet. La police a également trouvé dans l'appartement des valises pleines de vêtements de femmes, des bijoux, des papiers d'identité, des livrets de caisses d'épargne vidés. Des preuves matérielles de dizaines de vies interrompues. L'inspecteur Dautel a organisé une perquisition à la villa de Gambet le 29 avril 1919. Ce qu'ils ont découvert là-bas a confirmé le pire. Dans le jardin, en fouillant le sol autour du hangar, ils ont trouvé des fragments d'os calcinés. Pas des os entiers, des fragments. Des bouts de crâne. Des morceaux de côte. Des dents. Tout avait été brûlé à des températures si élevées que l'identification individuelle était presque impossible. Dans le poêle de la cuisine, les experts ont trouvé des résidus organiques. Des analyses chimiques ont confirmé qu'il s'agissait de restes humains. Des cheveux, des fragments d'os, de la graisse. Mais le plus troublant était l'état du poêle lui-même. L'intérieur était presque neuf, comme si Landru l'avait nettoyé avec une précision obsessionnelle après chaque utilisation. Mais dans les recoins, dans les joints entre les plaques de fonte, il restait des traces. Des traces de ce qui s'était passé dans cette villa pendant près de 3 ans. Les voisins ont commencé à parler. Ils se souvenaient des fumées noires. De l'odeur. Certains admettaient maintenant que ça sentait la viande brûlée, mais personne n'avait voulu y penser à l'époque. On était en guerre. On ne posait pas de questions. Un épicier du village se souvenait que Landru achetait des quantités inhabituelles de charbon.
beaucoup plus que nécessaire pour simplement chauffer une maison. Landru expliquait qu'il avait froid, qu'il venait de Paris où les hivers étaient plus doux. Une voisine se souvenait d'avoir vu Landru nettoyer le hangar un matin, portant des gants épais et un tablier. Il lui avait fait un signe de la main, souriant. Elle avait pensé qu'il était simplement méticuleux. Les enquêteurs ont reconstitué les allers-retours de Landru entre Paris et Gambais en analysant les billets de train conservés dans ses affaires. Le schéma était clair, Landru arrivait à Gambais accompagné d'une femme. Il restait 2 ou 3 jours. Puis il repartait seul, transportant généralement une grande valise. Dans cette valise, selon toute probabilité, se trouvaient les vêtements et les objets de valeur de la victime. Les corps, eux, avaient été réduits en cendres dans le poêle. L'instruction judiciaire a duré près de 2 ans. Le juge d'instruction, M. Bonin, a interrogé Landru plus de 100 fois. À chaque fois, Landru niait tout. Il admettait avoir rencontré les femmes. Il admettait avoir géré leurs affaires financières. Mais il niait catégoriquement les avoir tuées. Astérisque, ces dames sont parties, astérisque répétait-il inlassablement. Astérisque, je ne sais pas où elles sont allées. Ce n'est pas mon problème. Astérisque. Quand on lui montrait le carnet noir, il haussait les épaules. Astérisque, c'est mon carnet d'adresses. J'ai rencontré beaucoup de femmes. Est-ce un crime? Astérisque. Quand on lui montrait les fragments d'os trouvés à Gambais, il souriait presque. Astérisque, prouvez que ce sont des os humains. Prouvez que ce sont les os de ces femmes spécifiques. Vous ne pouvez pas. Astérisque. Et il avait raison sur un point crucial. En 1919, les techniques de médecine légale étaient rudimentaires. Les fragments d'os étaient trop brûlés pour une identification certaine. Il n'y avait pas d'ADN, pas de tests dentaires sophistiqués. Techniquement, la police ne pouvait pas prouver avec une certitude absolue que les os trouvés à Gambais appartenaient aux femmes disparues. Mais l'accumulation de preuves circonstancielles était accablante. 11 femmes disparues. Toutes avaient liquidé leurs biens juste avant de disparaître. Toutes avaient été vues pour la dernière fois avec Landru. Landru possédait leurs vêtements, leurs bijoux. Des os humains avaient été trouvés dans sa villa. Et il n'avait aucune explication crédible sur ce qui était arrivé à ces femmes. Le procès a commencé le 7 novembre 1921 devant la cour d'assises de Seine-et-Oise, à Versailles. L'affaire avait fait la une de tous les journaux français. Le public était fasciné et horrifié. Landru, surnommé Barbe Bleue en référence au conte de Perrault sur le tueur en série de femmes, était devenu une célébrité macabre. Partie 4, le procès et l'héritage. La salle d'audience du palais de justice de Versailles était bondée le premier jour du procès. Plus de 500 personnes se pressaient dans un espace prévu pour 300. Des journalistes du monde entier, des familles des victimes, des curieux attirés par le scandale. Landru est entré dans le box des accusés avec une assurance déconcertante. Il portait un costume sombre soigneusement repassé, sa barbe rousse était taillée, ses cheveux peignés. Il avait l'apparence d'un bourgeois respectable, pas d'un monstre. Le procureur, maître Godefroy, a présenté l'accusation. 11 chefs d'accusation de meurtre. Pas de corps, certes, mais une montagne de preuves circonstancielles. Le carnet noir. Les fragments d'os. Les témoignages de voisins. Les documents financiers prouvant que Landru s'était enrichi de chaque disparition. La stratégie de la défense, menée par Maître Moreau-Giaffry, l'un des avocats les plus célèbres de France, était audacieuse, sans corps, pas de crime. Astérisque, où sont les corps? Astérisque répétait-il. Astérisque, montrez-moi un corps, un seul, et je concéderai la culpabilité de mon client. Mais vous ne pouvez pas condamner un homme à mort sur la base de suppositions, aussi convaincantes soient-elles. Astérisque. Le procès a duré 3 semaines. Les témoignages les plus poignants sont venus des familles des victimes. Mademoiselle Lacoste, sœur de Célestine Buisson, a décrit comment sa sœur avait été une femme prudente, économe, qui n'aurait jamais abandonné sa famille sans un mot. Le père d'André Bablet, en pleurs, a raconté comment sa fille de 19 ans lui avait écrit qu'elle allait enfin être heureuse, qu'elle avait rencontré un homme merveilleux. Les voisins de Gambais ont témoigné sur les fumées noires, sur les odeurs étranges. Un chimiste expert a expliqué que les résidus trouvés dans le poêle étaient compatibles avec la crémation de corps humains. Mais le moment le plus marquant du procès est venu quand Landru lui-même a témoigné. Contrairement à ce que beaucoup attendaient, il n'a pas craqué, n'a pas avoué.
Au contraire, il a maintenu son calme, répondant aux questions avec une logique froide qui a glacé l'assistance. Quand le procureur lui a demandé, qu'avez-vous fait de ces femmes? Landru a répondu, elles sont parties. Je leur ai rendu service en gérant leurs affaires, et ensuite elles sont parties. Parties où? Je ne sais pas. Ce n'était pas mon rôle de les surveiller. Elles vous ont confié toutes leurs économies et sont parties sans un mot à leur famille. Les gens font des choses étranges. Ce n'est pas ma faute si ces dames ont choisi de disparaître. À un moment, le président de la Cour a perdu patience. Monsieur Landru, vous vous moquez de nous. 11 femmes ne disparaissent pas simplement. Landru a souri légèrement. Avec respect, Monsieur le Président, c'est exactement ce qu'elles ont fait. Elles ont disparu. Vous ne pouvez pas me tenir responsable de leur choix. Ce qui rendait Landru si troublant n'était pas de la folie visible. C'était précisément son calme, sa rationalité, sa capacité à transformer des meurtres en problèmes de logique. Pour lui, apparemment, ce n'était pas différent de ses escroqueries précédentes. C'était simplement une méthode plus efficace de faire des affaires. Les experts psychiatriques appelés à témoigner ont été divisés. Certains soutenaient que Landru